Alors bonjour à tous, je suis Marie-Sara Séverger, responsable de l'éditorial et de la communication digitale au CRIF. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première conversation du CRIF. J'ai le plaisir d'être avec Frédéric Régent. Bonjour Frédéric Régent. Bonjour. Être notre invité. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de l'esclavage pendant le premier empire colonial français. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et conseiller scientifique de l'Institut pour le mémorial du Jardin des Tuileries. Alors, notre conversation va porter sur la mémoire de l'esclavage, un sujet très important pour le président du CRIF, Francis Khalifa, qui a souhaité ouvrir cette série de conversations avec un thème d'abord d'actualité, puisque le 10 mai, nous avons commémoré la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, au cours de laquelle d'ailleurs Francis Khalifa a pu déposer une gerbe de fleurs. Et un thème important pour le CRIF qui est engagé depuis toujours pour la préservation de la mémoire de l'esclavage. Pour rappel, en 2008, le CRIF a participé à la pose de la première pierre du Memorial Act à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et quelques années plus tard, en 2017, le CRIF a co-signé un mémorandum avec le CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, un texte qui s'adressait à tous ceux qui essaient d'opposer les mémoires de la Shoah et de l'esclavage et d'opposer même les populations entre elles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire de la vidéo Facebook. N'hésitez pas, elles seront ensuite posées à notre invité. Alors, Frédéric Régent, pour commencer cet échange, pouvez-vous nous expliquer, nous rappeler en quelques dates clés l'histoire française de l'esclavage ? Alors, en quelques dates, l'histoire française de l'esclavage, elle commence vers la fin du XVIe siècle. La première date importante, c'est en 1571. Un navire avec des esclaves, un navire français arrive à Bordeaux. Et là, le Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire la Cour d'appel de Bordeaux, décide que ces esclaves sont libres parce qu'il n'y a pas d'esclavage en France. Et de ce fait, les expéditions de trafic d'esclaves vont être beaucoup plus discrètes et beaucoup moins documentées dans les documents historiques. Et on retrouve à nouveau des Français ayant un lien avec l'esclavage en 1625 dans l'île de Saint-Christophe. On a un document qui nous montre qu'à ce moment-là, il y a 40 esclaves dans une colonie qui a été mise en place par des armateurs, des marchands du Havre, des capitaines de navires du Havre, voilà, qui ont mis en dehors de toute législation, finalement, un système esclavagiste qu'ils ont recopié de ce qui existait au même moment dans les colonies espagnoles ou au Brésil. Et puis, si on veut prendre une deuxième date importante, ça va être en 1626, où là, une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Indes occidentales se met en place et qui a pour but de coloniser les Antilles. Et cette compagnie prévoit le recours à l'esclavage. Alors, cette compagnie est formée d'associés, enfin on dirait aujourd'hui d'actionnaires qui possèdent des parts de cette compagnie. Et la particularité de cette compagnie, c'est que la plupart des actionnaires sont des proches de Richelieu, qui est à l'époque le principal ministre. Donc, on voit déjà une première intervention de l'État, même si c'est pas, enfin voilà, ce sont des proches serviteurs du principal serviteur de l'État qui est Richelieu à cette époque-là, et pas l'État lui-même. Une troisième date qui serait donc 1685, c'est le moment où la monarchie met en place une législation concernant l'esclavage. Comme il n'y a pas d'esclavage en France, il faut inventer. À l'inverse, par exemple en Espagne, au Portugal, il y avait de l'esclavage avant qu'il y ait de l'esclavage colonial. Là, en France, il faut inventer cette matière juridique et ça va donner donc l'édit de mars 1685, qui sera un des textes qui sera ensuite rassemblé dans un recueil de lois qui s'appelle le Code noir. Voilà, et alors
Justement, vous nous parlez de ce fameux code noir, hein, qui va devenir en tout cas le code noir. Donc, c'est qui s'appelle initialement l'édit de mars 1685. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, par qui il a été commandé, comment il a été réalisé et rédigé, et surtout quelles ont été les conséquences, hein, je crois principalement juridiques, mais quelles ont été les conséquences de cet édit? Alors, cet édit est préparé par Jean-Baptiste Colbert, qui est à la fois contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la marine et aux colonies, et Colbert veut créer un droit colonial. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit il n'y a pas de législation sur l'esclavage en France, donc il veut s'appuyer sur les pratiques qui existent déjà dans les colonies. Et il lance une enquête, il s'adresse aux administrateurs des colonies, il leur demande comment vous faites quand un esclave s'enfuit, comment vous gérez le statut juridique d'une personne lorsqu'elle a un parent esclave, un parent libre. Est-ce que la personne est libre? Est-ce que la personne est esclave? Comment vous gérez les questions religieuses? Et l'édit de mars 1185 est en gros là pour régler tout ça. Alors, il s'inscrit aussi dans un contexte religieux particulier, qui est la révocation de l'édit de Nantes, qui était un édit qui permettait aux protestants d'exercer leur culte. Et donc, il a aussi une vocation religieuse. Alors, dans sa vocation religieuse, il y a plusieurs éléments. Alors déjà, le premier élément, c'est d'expulser les Juifs des colonies. C'est l'article 1. Ensuite, c'est de baptiser tous les esclaves comme catholiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans les colonies anglaises ou hollandaises, on ne baptise pas systématiquement les esclaves. C'est le maître qui choisit ou décide de ne pas baptiser ses esclaves. Là, obligation est faite de baptiser et d'enseigner la religion catholique à tous les esclaves. Et puis, autre élément religieux, c'est donc l'interdiction du culte protestant dans les Antilles françaises. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect religieux. Fixer aussi le statut juridique de l'esclave. Déjà, l'esclavage se transmet par la mère. Si la mère est esclave, même si le père est libre, l'enfant est esclave. Si le père est esclave et la mère est libre, l'enfant est libre. Autre élément, c'est de qualifier l'esclave, c'est-à-dire que l'esclave est réputé meuble. Alors attention au contresens, parce que le débat qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir si l'esclave peut être saisi ou pas en cas de dette, indépendamment de la plantation. Et en gros, l'édit de mars 1185 dit que l'esclave est réputé meuble, mais seulement dans le cas où il s'agit d'un esclave domestique ou d'un esclave qui ne fait pas partie au départ du bien que constitue la fondation. Et dans les autres cas, par exemple, un esclave qui cultive dans une plantation de canne à sucre, il est considéré comme immeuble. Autre élément, c'est la responsabilité pénale des esclaves. Donc, les esclaves seront responsables criminellement de leurs actes et seront d'ailleurs jugés comme des personnes libres. Voilà. Alors, ce choix, c'était certainement pour éviter de réécrire l'ensemble du droit criminel et c'est cette décision qui a été prise. Donc voilà. Et puis bon, le document donne aussi des obligations aux maîtres, obligation de nourrir les esclaves, obligation de les vêtir et obligation de les soigner et de les entretenir, y compris dans la vieillesse, lorsqu'ils n'ont plus de capacité de travailler. C'est-à-dire que le maître ne peut pas, lorsqu'un esclave n'a plus aucune capacité physique, lui dire de partir ou lui donner la liberté pour s'en débarrasser. Il a cette obligation de soin. Et enfin, un certain nombre de dispositions donc, qui concernent tout ce que les esclaves n'ont pas le droit de faire. Porter des armes, s'attrouper entre esclaves de plantations différentes, voilà, donc circuler sans autorisation de leur maître. Et puis, dernier élément, les possibilités d'affranchissement. Donc, les maîtres ont la possibilité de donner la liberté à certains de leurs esclaves. Et donc, tout ceci
est contenu dans l'édit de mars 1887. D'accord. Donc, on est là au XVIIe siècle. Est-ce qu'en France, à cette époque, il y a des voix qui s'élèvent contre l'esclavage? Oui, alors les premières voix à s'élever contre l'esclavage, ce sont des religieux. On pense par exemple à Épiphane de Moirans ou Mauril de Saint-Michel, donc deux religieux qui s'indignent de la mise en esclavage des Africains et leurs descendants. Bon, alors, ils appartiennent à des ordres religieux qui sont pour la pauvreté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des ordres religieux qui possèdent des esclaves. Par exemple, les jésuites, les dominicains possèdent 300, 400 esclaves avec des plantations, des moulins. Voilà. Et donc, ces religieux-là s'inscrivent dans des ordres religieux qui mettent la pauvreté au premier rang de leur valeur. Alors ensuite, les voix qui vont dénoncer l'esclavage, c'est au cours du XVIIIe siècle. On va avoir les premières dénonciations de l'esclavage avec des gens comme Montesquieu, comme Rousseau. Et puis, on va passer à l'abolitionnisme, parce que vous voyez, dénoncer l'esclavage, Montesquieu dénonce l'esclavage, mais il ne demande pas l'abolition. Et les abolitionnistes, on va les trouver avec des gens à la fin du XVIIIe siècle, comme Condorcet, et qui vont s'organiser d'ailleurs dans ce qui va être créé en 1788, la Société des Amis des Noirs, avec quand même de grandes figures de la Révolution, comme Brissot, Mirabeau, Lafayette, l'abbé Grégoire, Condorcet, qui font partie de cette société. Mais encore une fois, avec une perspective d'abolition à très long terme, ils estiment qu'il faut plusieurs générations avant que les esclaves puissent devenir parfaitement libres. Et ils préconisent dans un premier temps l'abolition de la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves, puis l'abolition graduelle de l'esclavage. Donc voilà un peu leur revendication. Donc cette prise de conscience qu'un monde sans esclavage est possible, c'est un processus très long. Y compris chez les esclaves, cette prise de conscience qu'un monde sans esclavage est possible sera très longue, parce que les esclaves savent que la liberté existe, ils savent qu'ils peuvent en bénéficier via les affranchissements, mais qui sont quand même très limités. Et d'ailleurs, les esclaves vont longtemps raisonner plutôt en possibilité de liberté individuelle. Et c'est la période révolutionnaire qui va vraiment servir de catalyseur à cette idée d'émancipation générale d'un monde sans esclavage, le concept se développe à cette époque-là de liberté générale. Ouais, je comprends. Et donc, on arrive après donc en 1794 pour la date de la première abolition de l'esclavage en France. Et je dis volontairement première, puisqu'il va y en avoir une seconde. Parlez-nous un peu de ces deux dates d'abolition de l'esclavage en France. Alors, oui, ces deux dates, c'est un cas particulier. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu deux abolitions de l'esclavage, avec un rétablissement au milieu. Alors, la date de 1794, elle se fait dans un contexte où, dans les colonies, il y a une guerre civile qui commence dès 1789. Alors, au départ, les deux protagonistes de cette guerre civile, ce sont des Blancs entre eux. Ceux qui sont pour plus d'autonomie et qui ont un peu le modèle américain. N'oublions pas, les États-Unis sont devenus indépendants en 1783, quelques années auparavant. Et puis, le gouverneur, qui est nommé donc par le roi de France, et qui est considéré comme le représentant du despotisme ministériel. Alors, de quoi se plaignent les colons? Les colons, ils se plaignent de leur obligation de vendre toutes leurs marchandises et d'acheter tous leurs produits d'importation aux négociants français. Alors que les Américains, les Anglais, les Hollandais leur proposent de leur acheter leur sucre plus cher et de leur vendre des produits de meilleure qualité moins cher.
Donc voilà, le problème, c'est avant tout un problème commercial. Et il va y avoir une opposition, à tel point qu'en 1789, l'intendant, qui est le numéro 2 de la colonie, après le gouverneur, est renvoyé par les colons. Donc, vous voyez, on est quand même dans une situation extrêmement tendue. Ouais. Ce conflit donc va entraîner le début d'une véritable guerre civile. Et dans le cadre de cette guerre civile, les uns et les autres ne vont pas hésiter à recruter des esclaves pour renforcer leurs troupes. Et les Blancs ne sont pas très nombreux, ils sont à peu près 30 000. Donc, lorsqu'on veut se battre et qu'on veut mettre toutes les chances de victoire de son côté, donc des esclaves sont recrutés. C'était une pratique qui était assez courante lorsque l'île était attaquée, par exemple, par les Anglais. Et donc, il va y avoir une escalade couplée avec les libres de couleur, donc ce sont les affranchis, les esclaves affranchis et leurs descendants, qui eux ont moins de droits que les Blancs et qui eux vont profiter de la Révolution pour réclamer l'égalité. Et donc, il y a un deuxième conflit qui va s'ouvrir entre libres de couleur et blancs. Et là-dedans, à nouveau, armement, tentative d'armer des esclaves et armement réel des esclaves, et puis aussi, surtout, révolter les esclaves de l'adversaire. Et dans le même temps, il y a la propagande de la Société des Amis des Noirs qui circule. Elle fait frapper des médailles sur lesquelles est écrit « Moi libre aussi ». On voit un esclave qui se déchaîne et qui dit « Moi libre aussi ». Et donc, tout ceci va créer un contexte particulièrement conflictuel qui fait que les esclaves vont devenir eux-mêmes une force autonome en se révoltant et en avançant leurs propres revendications. D'ailleurs, la première lettre que ces esclaves révoltés vont écrire, ils vont demander la liberté pour 400 chefs et l'amélioration de la condition des autres esclaves. Donc, vous voyez, on n'est pas encore dans une idée de liberté générale, mais plutôt dans l'idée de donner la liberté aux principaux meneurs. Mais leur demande est refusée et ils prennent de la force. La guerre va devenir internationale à partir de 1793. Les Anglais, les Espagnols entrent en guerre avec la France. Et la seule décision possible maintenant pour maintenir la colonie sous le giron français, c'est d'abolir l'esclavage de manière à ce que tous ces esclaves qui sont armés combattent pour la République. Et c'est ce qui se produit. Ce qui permet d'aboutir donc en août 1793 à un décret local d'abolition de l'esclavage, qui est ensuite avalisé par la Convention, qui est l'Assemblée qui gouverne la France à cette époque-là, le 4 février 1794, et qui est étendu à d'autres colonies françaises, enfin qui est étendu à toutes les colonies, mais qui n'est applicable qu'en Guadeloupe et en Guyane. Et donc, cette abolition de l'esclavage se met en place à Saint-Domingue, en Guadeloupe et en Guyane. Ensuite, la vie politique en France va évoluer. Il va y avoir le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799 et une volonté de remettre de l'ordre dans les colonies. Et en 1802, donc Napoléon Bonaparte veut mettre fin aux pouvoirs locaux qui sont dirigés par des militaires de couleur et dans le même temps, il décide de rétablir l'esclavage. Alors, il parviendra à le faire en Guadeloupe et en Guyane, mais à Saint-Domingue, il n'y parviendra pas, car là, la force de l'opposition des soldats de couleur, des soldats anciens esclaves sera beaucoup plus forte, et la colonie deviendra indépendante, donc sous le nom de Haïti, le 1er janvier 1804. Et puis, pour finir de répondre à la question, donc l'esclavage est rétabli dans une partie des colonies. Il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait 800 000 esclaves avant 1789. Après 1804, il y en a 300 000. Voilà. Sinon, ailleurs, enfin même pas 300 000, il y en a 250 000. Donc,
la première abolition de l'esclavage a finalement concerné durablement au moins 2 esclaves sur 3. Donc l'esclavage est rétabli. L'esclavage va être aboli dans les colonies britanniques en 1833. Le mouvement abolitionniste va renaître, notamment à partir des années 1820. Et puis en 1848, nouvelle révolution à Paris, et le principe d'abolition de l'esclavage est adopté, et le décret d'abolition est pris le 27 avril 1848. Et là, c'est la deuxième abolition de l'esclavage qui s'applique dans les territoires qui étaient restés donc des colonies françaises. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et 2 comptoirs du Sénégal. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Alors, je fais un saut dans le temps. Nous voilà en 2001. Et donc, depuis 2001, la France, tous les 10 mai, commémore la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une journée qui est prévue dans la loi Taubira, du nom de la députée Christiane Taubira, qui a porté cette loi. Alors, est-ce que cette journée qu'est-ce que cette journée a changé dans la mémorialisation de l'histoire de l'esclavage en France? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée importante en France? Juste une précision, donc la loi date de 2001, mais la mise en place de la journée date de 2006. Il a fallu 5 ans pour se mettre d'accord sur la date. Et donc, cette journée a pour but donc de sensibiliser et d'être une journée du souvenir sur cette phase historique qui fait partie de la France. Si aujourd'hui la France déploie son territoire dans 3 océans, eh bien, c'est en raison de cette histoire. Il s'agit d'utiliser cette journée pour se rappeler que le passé esclavagiste fait partie de l'histoire de France. Et alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de l'esclavage en France? Est-ce qu'on en parle bien? Je pense particulièrement au programme scolaire. Comment on parle de l'esclavage à l'école aujourd'hui? Alors, les programmes scolaires ont fait vraiment d'énormes progrès sur cette question. Les programmes récents adoptés pour le lycée ont encore enrichi la place conséquente que doit avoir l'esclavage dans les programmes. En collège, si on prend un exemple, en 4e, le premier chapitre d'histoire est consacré à cette question. Donc voilà, c'est dans les programmes. Maintenant, c'est la mise en œuvre des programmes qui repose sur les enseignants. Donc beaucoup d'enseignants sont de très grande qualité, mais ils ne sont pas, comme moi, des spécialistes de l'esclavage. Et c'est là un peu que parfois on voit un décalage entre l'histoire universitaire, scientifique, et puis sa transmission, puis aussi une certaine difficulté. Voilà, c'est une fois, des élèves me disaient, oui, ils n'aiment pas qu'on parle de l'esclavage parce que c'est triste. Enfin bon, voilà, c'est l'appréhension de ce problème-là. Donc peut-être améliorer davantage et aider davantage les collègues enseignants sur la formation pour enseigner cette question qui est pas une question simple. Vous voyez, c'est pas aussi simple que d'enseigner le château de Versailles. Vous voyez. Bien sûr. Mais enfin, en tout cas, dans les manuels scolaires, c'est bien présent. C'est plutôt bien fait. Alors maintenant, il y a l'enseignement, et puis après, il y a tout ce que l'on peut voir qui circule notamment sur Internet, et c'est vrai que des fois, on voit tout et n'importe quoi. Mais bon, si je prends un exemple, ouais, c'est
les débats entre historiens existent, mais enfin, des fois, on voit du n'importe quoi voilà, sur Internet. Et, et c'est un peu le tri. Et je pense que le tri est pas évident à faire pour, pour voilà, la personne qui n'est pas historien. Bien sûr. Alors peut-être, voilà, pour ceux qui seront intéressés d'aller chercher des informations précises, n'hésitez pas à consulter les ouvrages de Frédéric Régent. Là, il n'y aura pas de problème historique. Vous pouvez y aller. Voilà, il n'y aura pas de doute. Bon, après, vous savez, voilà, il y a des divergences entre historiens. Hein. Bien sûr. C'est comme les médecins autour du Covid-19. Hein. Alors imaginez, voilà. Au moins ces polémiques auront montré que la science est un lieu de débat. Et donc, c'est valable en médecine, qui pourtant semblerait être une science exacte, mais pas aussi exacte que ça, visiblement. Et c'est valable aussi en histoire. Voilà. Alors, merci beaucoup, Frédéric Régent, d'avoir répondu à mes questions. Je me tourne vers Robert Egenès, le directeur exécutif du CRIF, qui va poser les éventuelles questions des internautes. Robert, si vous me recevez. Bonsoir Frédéric. On a deux questions qui sont posées, deux questions que je voulais poser ensemble, qui sont deux questions sur l'histoire. La première, qui vous dit « Étonnant que ces esclaves qualifiés de meubles soient christianisés surtout par des dominicains à l'origine de la controverse de Valladolid, à l'issue de laquelle la présence de l'âme des Noirs n'a pas encore été énoncée. » Ça, c'est la première question, question d'histoire et quelque part de théologie. Et la deuxième question, qui est « Est-ce que l'abolition de 1794 est aussi liée à la guerre avec l'Angleterre qui occupe à cette époque une partie des colonies des Petites Antilles? Le rôle de Joséphine est-il aussi déterminant qu'on l'a supposé dans certains milieux? » Donc une vraie question d'histoire, celle-là. Je ne sais pas si on est toujours avec Frédéric Régent. Peut-être un petit bug. On va attendre quelques secondes. Moi, je suis toujours là et je vous entends. Ok, alors, ok. Ah voilà, moi c'est revenu. Oui. Voilà. Bon. Bah, vous avez toujours été avec moi, mais… Ah bah, c'est super. Alors, donc, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Effectivement, donc, c'est fortement… D'ailleurs, il y a eu un téléfilm de Jean-Claude Carrière là-dessus avec Jean Carmet et puis Jean-Pierre Mariel, où finalement la controverse parle de l'histoire de l'âme des Amérindiens. Mais c'est pas du tout ça. La controverse de Valladolid, donc il n'y a pas du tout de négation d'une âme chez les Amérindiens ou chez les Africains. La deuxième chose, et je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que le fait que l'esclave soit réputé meuble, c'est pas
le terme meuble est employé comme adjectif, il n'est pas employé comme substantif. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vendre un esclave ? En tous ceux qui travaillent dans les plantations de canne à sucre, qui eux sont immeubles, qui eux ne sont pas saisissables par des créanciers. Et les seuls esclaves qui peuvent être saisis par des créanciers sont les esclaves domestiques ou les esclaves qui ont été achetés à crédit et qui n'ont pas encore été remboursés. Voilà, donc cette question de l'esclave réputé meuble ou réputé immeuble, c'est une question juridique pour savoir s'il est possible de saisir un esclave lorsque un propriétaire vous doit de l'argent. Et donc la réponse, elle est écrite dans l'édit de mars 1685. Donc il n'y a pas de contradiction entre donner le baptême à des esclaves qui sont considérés comme des personnes, mais qui sont aussi réputés comme être susceptibles d'être vendus, ce qui est d'ailleurs le principe même de l'esclavage. Le principe de l'esclavage, ce qui le différencie d'ailleurs du servage, c'est que l'esclave peut être vendu, alors que le serf, lui, il ne peut pas être vendu et il est attaché à la terre. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre question, Robert. Oui, alors d'abord, on a des messages de gens qui se passionnent pour ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et une question qui vous est posée, à quelle période intervient le phénomène Megmarons qui a comme équivalent les quilombos au Brésil? Alors, le phénomène des nègres marrons, ce sont les esclaves fugitifs, intervient dès le début de l'esclavage. Les plus anciennes sources nous montrent que des esclaves s'enfuient dès quelques années après le début de l'esclavage dans les colonies françaises. Donc voilà, l'esclave essaye d'échapper à cette condition. Alors il y a deux manières de pratiquer le marronnage. Il y a celui de s'enfuir dans la montagne et puis de créer une forme de contre-société. Et puis, il y a ceux aussi qui s'enfuient dans les villes et qui essayent de passer pour des hommes ou des femmes libres et qui trouvent à se faire embaucher parce que les personnes qui les embauchent n'ont pas à débourser l'achat d'un esclave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'acheter un esclave, c'est acheter 2000 journées de travail d'avance. Donc, si vous avez besoin de refaire votre toiture ou je sais pas moi, de quelqu'un pour quelques jours, c'est une complication que de devoir s'acheter un esclave. Et donc, ces esclaves fugitifs dans les villes donnent un peu de flexibilité à un monde du travail qui n'est pas du tout. Parce que l'esclavage, c'est vraiment l'inverse de la flexibilité de la main-d'œuvre. Donc, voilà en ce qui concerne le marronnage. Donc, qui sera assez développé au Brésil, au Suriname, en Jamaïque, et qu'il le sera un peu moins dans les petites îles, parce que le territoire est beaucoup plus facilement contrôlable par les autorités coloniales et les maîtres. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses précises et merci à vous pour vos questions. Je suis très contente que le sujet vous ait intéressé. C'est ainsi que se termine notre échange. Merci beaucoup Frédéric Réjean d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de converser avec vous.
J'en profite pour vous annoncer que la prochaine conversation du CRIF aura lieu mardi prochain, donc mardi 19 mai à 18 h, avec Raya Kalenova, vice-présidente exécutive du Congrès juif européen, et Serge Dahan, trésorier du CRIF et membre du bureau exécutif. Ils échangeront tous les deux sur les défis communautaires, des défis des communautés juives en Europe après la crise. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation. Bonne soirée et à la semaine prochaine.